doit commencer, Monsieur Breton. Bonjour à tous. Merci d'être là dans le grand amphi de ces rencontres pour parler du sujet de la stratégie de défense européenne, sujet brûlant s'il en est. Malheureusement, je crois que je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. L'actualité nous le rappelle tous les jours. On va continuer ce matin des conversations qui ont été déjà entamées hier soir, notamment grâce à l'intervention du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, et de Laurence Boone, qui est toujours à nos côtés aujourd'hui et qui fait le fil rouge sur les sujets défense pendant ces rencontres. Alors, tous les pays européens sont à peu près d'accord sur le constat, sur le continent, sur le besoin d'augmenter de manière massive leurs capacités en matière de défense. Évidemment, pour faire face à un défi sécuritaire qui est majeur, la guerre sur le continent, la nécessité de soutenir l'Ukraine et peut-être demain d'autres alliés face à l'agression russe. Et dans un contexte géopolitique très particulier où l'allié historique, les États-Unis, menace de retirer en fait leur protection au continent européen. On ne mesure pas toujours ça très bien en France à quel point c'est un changement de paradigme énorme pour les partenaires européens de la France qui vraiment se reposaient là-dessus pour leur défense, qui dépendaient pour certains complètement de la protection américaine, que ce soit en conventionnel ou en nucléaire. Donc tout le monde est d'accord sur le constat. Là où le bas blesse, bien sûr, c'est comment, avec quel argent, quand les coffres sont vides. On va en parler avec nos intervenants qui connaissent tous très bien ce sujet et je vais vous les présenter, même si beaucoup n'ont pas besoin d'être présentés. Emmanuel Kiva, juste à ma droite, vous êtes délégué général de l'armement depuis 2022, poste hautement stratégique s'il en est actuellement, puisque vous pilotez avec votre administration les programmes d'armement pour équiper les forces armées. Mathieu Louveau, vous êtes vice-président exécutif pour la stratégie d'Airbus, groupe dans lequel vous travaillez depuis une quinzaine d'années, je crois, et pour une très grande partie dans la filiale Airbus Hélicoptère, ex-Eurocopter. Thierry Breton, vous êtes ancien commissaire européen au marché intérieur sous la précédente commission de 2019 à 2024, où vous étiez notamment en charge des sujets de défense. Et vous avez lancé, peu après l'invasion de l'Ukraine, la première stratégie de défense européenne qui a été suivie par d'autres. Florence Parly, vous étiez ministre des Armées pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, pour l'essentiel avant le changement de paradigme dont on parlait. Donc vous allez pouvoir nous parler peut-être du contraste avec la situation d'alors et du changement qu'a représenté la guerre en Ukraine. Et vous êtes aujourd'hui présidente du conseil d'administration d'Air France KLM. Olivier Scalabre, pardon, j'ai du mal à vous voir de là-bas. Vous êtes le directeur général du BCG France, cabinet de conseil. Vous êtes spécialiste de l'industrie et au sein duquel vous avez accompagné de nombreux clients, notamment dans le domaine de l'aéronautique et de la défense. Et enfin, last but not least, comme disent les Américains, Laurence Boone, économiste, membre du Cercle des économistes, coordinatrice de cette session et bien sûr ancienne secrétaire d'État en charge de l'Europe de 2022 à 2024. Donc vous avez connu ça aussi en tant qu'actrice de ces sujets. On va commencer par une petite note de cadrage de votre part, nous expliquer les grands enjeux de ce débat. Merci beaucoup Marion, merci à tous d'être là pour ce qui promet d'être un débat animé, puisque en fait ce que je vais essayer de vous dire dans la note de cadrage, c'est que malgré la guerre et malgré les avancées, on a finalement assez peu bougé et on verra pourquoi. Donc la semaine dernière, s'est conclu à l'OTAN un accord où chaque pays de l'Union européenne s'est engagé à augmenter ses dépenses de défense à 5 points de PIB, dont au moins 3,5 points pour les équipements militaires, en sachant qu'aujourd'hui, on est au total à peu près 2 points de PIB. Le grand projet européen qui s'appelle ReArm EU, il parle de financement, mais d'une part, il ne le conditionne pas à l'achat de matériel européen, et d'autre part, il n'a mis aucune condition sur des achats qui seraient en commun par les pays européens. Or, les achats en commun, aujourd'hui, ne représentent que 20% des achats des États européens, alors qu'ils s'étaient engagés à 35% de ces achats. Dans les financements, ils restent essentiellement nationaux quand on parle de financement européen, puisque les gros programmes
comme celui qu'on appelle SAFE, en fait, c'est la capacité pour chaque État d'emprunter avec un système européen donc un peu moins cher, mais ce n'est pas des États qui empruntent en commun. Et quand on regarde les programmes mis en place par le commissaire, ils sont d'une échelle qui est plus petite. Si on ne regarde que la défense avec EDIP et EDIRPA, on parle de quelques milliards. Et bien évidemment, il y a aussi le CHIPS Act, puisque les puces ça compte, ou l'Industrie Act, mais ça reste très petit comme financement commun par rapport aux financements nationaux. Et ça, c'est à l'inverse des États-Unis, où le secteur de la défense est très consolidé. Il fournit l'équipement militaire, évidemment, de tous les États-Unis, et une grosse partie est exportée vers l'Europe, encore aujourd'hui. Et même à l'heure où on se parle, beaucoup de pays importent américains. Donc en Europe, pourtant, il y a beaucoup d'industries de défense, et la France en a une évidemment très importante, non seulement avec des très grandes entreprises, mais aussi une multitude de petites entreprises. C'est super important pour le tissu territorial, puisque c'est à peu près 4500 entreprises référées par la Direction générale de l'armement, donc des PME et des ETI. Voilà, alors pourquoi je vous parle de l'absence de financement coordonné ou commun? Parce que en l'absence de cette coordination, cette augmentation de dépenses, elle va agiter la concurrence. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les industries d'un pays à l'autre se font grandement concurrence. Les pays évitent d'acheter, par exemple l'Allemagne évite d'acheter du matériel français, ou la France n'achète que du matériel français, et donc chacun passe ses commandes sur son territoire à ses entreprises, et si on augmente beaucoup la capacité de financement et la demande, on va faire monter les prix, on va bien sûr accélérer la cadence de production, mais ça va prendre un petit peu de temps, et on va faire monter les importations, puisqu'on n'a pas la capacité de répondre à tout, et évidemment en faisant des doublons d'une part, et des choses qui vont manquer d'autre part. Donc dans ces conditions, j'ai envie de dire, l'accord OTAN, comme tous les engagements qui ont été pris en européen, finalement, il ne change pas grand-chose parce qu'on reste à chaque fois à l'échelle nationale. Donc ce que j'avais envie de dire en note de cadrage, on a eu beaucoup de beaux discours sur la défense, on a eu une boussole stratégique, on a ReArmEU, on a EDIP, on a EDIRPA, mais finalement, si chaque pays reste campé sur des champions nationaux et sur ses pépites nationales, et continue d'entretenir de la concurrence, on ne va pas réarmer à l'échelle et aussi rapidement qu'on en a besoin. Et finalement, on refait avec la défense ce qu'on a fait avec l'Union des marchés de capitaux, donc un cadre qui n'est pas beaucoup mis en œuvre. Voilà, merci. Merci Laurence Boone. Je vais me tourner en premier vers Olivier Scalabre, parce que voilà, vous avez une vision d'ensemble du secteur, vous accompagnez beaucoup de personnes. Le défi aujourd'hui, il est inédit pour ce secteur. Merci Marion. Le contexte, vous l'avez rappelé, le contexte c'est une guerre sur le sol européen, un désengagement américain et la menace russe qui s'intensifie dans un contexte où 60% des dépenses de défense vont à d'autres acteurs que les acteurs européens, c'est ce que vous disiez Laurence. Bon, maintenant, la réponse de l'Europe à ce stade, c'est une réponse financière, dégager des marges de manœuvre. On parle de 800 milliards, c'est le plan ReArm Europe, conforté par l'OTAN. 800 milliards, c'est beaucoup, mais en fait, c'est qu'une petite partie de la solution. Si on continue à acheter des mêmes produits et produire des mêmes produits au même coût, à la même cadence, en fait, on n'arrivera pas à atteindre notre objectif stratégique qui est, en Europe, d'avoir une menace crédible et dissuasive vis-à-vis de la Russie. Et je vais vous donner juste un exemple sur ces défis-là avec la défense aérienne. Donc il faut produire, il y a 4 défis, il faut produire plus vite, moins cher, et il faut produire européen. Alors, défense aérienne, vous savez, c'est le Golden Dome de Trump, c'est l'antidéfense Patriot, c'est ce qui se passe aujourd'hui, vous avez suivi les actualités, entre les États-Unis et l'Ukraine. Aujourd'hui, on dépense 90% américains en Europe sur les systèmes de défense antiaérienne. Donc il faut produire plus, ça veut dire 10 fois plus vite, ça veut dire 3 fois plus vite, et moins cher, ça veut dire 7 fois moins cher. C'est ça dont on parle si jamais on veut atteindre des objectifs stratégiques en matière de défense aérienne. Donc les défis sont énormes, la marche à franchir, elle est gigantesque, même si on avait tout cet argent,
il faudrait le dépenser vraiment autrement. Et ma conviction, c'est que, en fait, il n'y a aucun acteur qui est capable de résoudre tout seul un problème de cette taille-là. Il faut une coalition, il faut un consortium, il faut un écosystème d'acteurs avec des industriels, des acteurs de la tech, des acteurs de la chaîne d'approvisionnement et des sous-traitants qui se mettent ensemble pour résoudre ce problème-là. Ça, c'est la première chose. Il n'y a pas un gagnant, un leader. Je pense qu'il faut que toutes les énergies se mettent ensemble. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut raisonner à la maille européenne. Laurent, je pense que vous avez complètement raison. Il faut qu'on ait des volumes. Aujourd'hui, les industriels de la défense européens ont 25 fois moins d'échelle que les acteurs de la défense américains. Pourquoi ? Parce qu'on dépense moins que les Américains, parce qu'on a plus d'acteurs, on a 5 fois plus de fragmentation dans les acteurs industriels, et puis parce que, je l'ai rappelé, 60% de ces dépenses, de toute façon, ne vont même pas aux Européens, ils vont aux Américains et aux autres acteurs. Donc on est 25 fois plus petit. Comment vous voulez qu'en étant 25 fois plus petit, on arrive à résoudre ce problème-là tout seul ? Alors vous parliez de mettre en commun nos programmes de défense. C'est peut-être trop dur de vouloir le faire sur l'existant. On parle des programmes de chars, il y en a 17 ou 27. Il y a des programmes sur les sous-marins, il y a des programmes sur les avions de chasse. Tout ça, il y a beaucoup de partis pris, c'est compliqué, il y a des acteurs, il y a des emplois. Moi, je pense qu'il faut se concentrer sur les filières d'avenir, celles sur lesquelles la page est quasiment blanche. La défense aérienne, j'en ai parlé, aujourd'hui c'est principalement américain, donc il y a tout à créer en Europe. Les drones, l'espace, Monsieur Breton, vous avez lancé une partie de ces initiatives, et la guerre électronique. Et sur ces 4 domaines-là, il faut jouer collectif et il faut jouer européen. Merci, merci Olivier Scalab. Produire plus, beaucoup plus vite, aussi pour produire des choses qu'on avait perdu l'habitude de produire. On en parlait hier, Sébastien Lecornu l'a dit, des munitions, des choses qu'en fait on a demandé au secteur de faire de la haute couture pendant des années, de la technologie de pointe en petit volume, et aujourd'hui on doit produire en masse et très vite pour faire face à des guerres de haute intensité. Penser européen, indispensable, mais pas si simple. Florence Parly. Oui, merci. Cette année, les rencontres économiques s'intitulent « Affronter le choc des réalités ». Eh bien, le premier choc ou la première réalité, c'est que soit l'Europe fait face, soit elle s'efface. Ça, je voudrais quand même que face aux décisions qui ont pu être annoncées ici ou là, chacun en soit bien conscient. La deuxième réalité, ou le deuxième choc, c'est que nous sommes maintenant dans une ère qu'on peut appeler comme on veut, post-démocratique, ou en tout cas, c'est au fond ni le droit, ni la règle qui sont désormais en vigueur dans les rapports entre les pays, c'est l'argent et c'est la force, et rien d'autre. Alors, dans ce contexte-là, oui, le monde est dangereux. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, vous le savez, mais je voudrais juste vous dire qu'il n'est pas simplement dangereux parce qu'il y a une guerre qui se déploie aux portes de l'Union européenne. Il est dangereux parce que la guerre est tous les jours au sein de l'Union européenne. On peut ne pas vouloir le voir, mais la guerre hybride, c'est une réalité. Et on peut accepter que nos systèmes hospitaliers soient mis en rideau par des attaques, mais enfin, il arrivera un jour, ça deviendra inacceptable. La troisième chose, c'est que l'idée selon laquelle la défense et la sécurité sont des sujets européens n'est pas une idée qui est naturelle. D'abord, ce n'est pas dans les traités. Ça reste de la compétence nationale des États. Et d'autre part, il semble qu'il y ait eu, et peut-être cela perdure-t-il, une forme de cécité stratégique qui fait que, comme le disait assez récemment, je crois, notre SACTI, c'est-à-dire le commandant en second auprès de l'OTAN, on ne peut plus croire ni au doux commerce de Montesquieu. Regardez la Russie, on ne peut plus croire au développement du commerce international comme vecteur pour installer partout la démocratie, regardez la Chine, et on ne peut plus croire non plus, si tant est qu'on ne l'ait jamais cru d'ailleurs, que s'il n'y a pas d'armes, eh bien il n'y a pas de guerre. Puisque, regardez le Rwanda, des centaines de milliers de morts ont été malheureusement déplorés avec des machettes. Donc aucune de ces prophéties ne fonctionne. Donc, pour terminer sur une citation que
les spécialistes de cinéma, les cinéphiles reconnaîtront, dans la vie, il y a deux catégories, ceux qui ont un fusil chargé et ceux qui creusent. Donc, il est encore temps d'éviter de creuser. Alors, pour ça, eh bien, il faut une Europe souveraine. Et c'était le cœur de mon propos. C'est ce que le président de la République a appelé de ses voeux dès le mois de septembre 2017 avec un discours à la Sorbonne qui n'a absolument pas pris une ride. Je ne sais pas si je vais vous le citer, mais en gros, il dit en matière de défense, notre objectif doit être la capacité d'action autonome de l'Europe en complément de l'OTAN. Ce qui manque le plus à l'Europe aujourd'hui, cette Europe de la défense, c'est une culture stratégique commune. Notre incapacité à agir ensemble de façon convaincante met en cause notre crédibilité en tant qu'Européens. Bon, donc, comme le désengagement américain n'est pas un désengagement progressif mais désormais brutal, je pense qu'il est important que ce qui n'a pas été vraiment partagé par les Européens le devienne, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire face à tout cela tout seul et qu'il faut se fédérer. Alors, je ne reviens pas sur la terminologie. J'ai passé presque 3 ans avec Thierry à mes côtés pour expliquer ce que c'était que l'autonomie stratégique, là, blanc. Pourquoi autonomie stratégique ? Certains disant, mais moi j'aime beaucoup être dépendant des Américains. Bon, qu'est-ce que c'est que la culture stratégique ? Qu'est-ce que c'est que l'Europe de la défense ? D'ailleurs, c'était même un sujet controversé. Bref. Donc ça n'a pas empêché ni d'agir ni d'avancer. La boussole stratégique, personne n'en parle, mais c'est quand même le premier document dans lequel les 27 États membres ont diagnostiqué les menaces auxquelles ils étaient confrontés. Les DIP, je laisse Thierry évidemment en parler puisque c'est son bébé, si je puis dire. Donc tous ces progrès ont été lents, difficiles, douloureux, mais ils doivent être absolument consolidés. Et quand je dis cela, c'est parce qu'on ne peut pas gâcher ce réveil stratégique des Européens qui est en cours. Et si on a le temps, je vous raconterai une petite anecdote sur ce que veut dire la versatilité européenne. Et pour terminer, je pense que, je ne sais pas si c'est M. Trump ou M. Poutine qui réveilleront définitivement les Européens, mais je pense qu'il va falloir qu'on continue d'être réveillés. Merci Florence Parly. Alors, aujourd'hui, les Européens sont bien réveillés. Le choc de réalité a eu lieu. On a vu une énorme volte-face, notamment à Berlin, sur les sujets de défense, avec des investissements massifs. Mais beaucoup de pays sont encore dans une situation de dépendance. Donc même s'ils sont lucides, ils ne peuvent pas se permettre forcément, en tout cas c'est ce qu'ils disent, de tourner le dos à l'allié américain. Côté européen, il y a eu des énormes progrès. EDIP, on en parlait, programme d'achat avec de l'argent du budget européen consacré pour des achats de défense. Mais malgré tout, c'est très lent. EDIP, c'est encore en train d'être conclu, alors que vous l'aviez lancé en tant que commissaire, Thierry Breton. Donc comment on fait pour accélérer là, au niveau européen ? D'abord, bonjour à toutes et à tous. Donc, vous l'avez compris, les objectifs sont clairs, les menaces sont identifiées, et ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Parce qu'en fait, le sujet que nous avons en Europe, Laurence l'a dit, Florence l'a dit, c'est pas de se battre pour savoir à qui appartient les décisions de défense. La défense est à la main des États membres et ça restera encore comme ça, à mon avis, pendant encore au moins une génération. Donc, il ne faut pas y toucher. En revanche, ce qui est à la main de la mutualisation représentée par la Commission, c'est les industries de défense. Première erreur, avoir créé un commissaire à la défense, pour donner une espèce d'illusion que d'un seul coup, la défense revenait à la Commission. Non. La Commission n'est uniquement qu'en charge des industries et des industries de défense. J'étais du reste commissaire aux industries de défense. Alors quel est le sujet pour nous ? Ce n'est pas un sujet d'argent. Le sujet, c'est de travailler ensemble. Parce que voyez-vous, en matière de défense, le délégué général le dira bien mieux que moi, on sait tout faire en Europe. On sait faire des sous-marins nucléaires, la France du reste peut-être mieux que d'autres. On sait faire des missiles hypersoniques,
on sait faire des planeurs hypersoniques, on sait faire les meilleurs avions, on sait tout faire. Le problème, c'est qu'on le fait encore dans des logiques d'arsenal. Le problème, c'est qu'on ne le fait pas encore assez vite. Le problème, c'est qu'on ne le fait pas encore ensemble. Alors ce n'est pas en criant, non pas l'Europe, 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 mais ensemble, 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 que ça va se faire. Et moi, j'ai été confronté à ce sujet lorsque le Conseil européen est venu nous voir et me voir en me disant « Monsieur le commissaire, on a des problèmes. Il faut qu'on livre 1 million d'obus 155 à l'Ukraine. Comment on fait ?» Alors on a fait le tour d'Europe avec mes collaborateurs et avec le délégué également. Et pour la première fois, tenez-vous bien mesdames et messieurs, pour la première fois dans notre histoire européenne, un commissaire européen et donc un représentant d'une institution européenne a pu avoir accès à tout l'appareil de défense industrielle européen. Parce que jusqu'à présent, c'était la chasse gardée, vous l'imaginez, des États membres. Et on a mis en place un programme qu'on appelait ASAP. C'est pas, comme on dit dans notre jargon, de la rocket science. Qu'est-ce qu'on a vu? On s'est dit, pour que les industries qui font des munitions, les enveloppes, les fusibles, la poudre, le TNT, travaillent ensemble, qu'on réduise les chaînes de valeur, eh bien, il faut les aider, les inciter à le faire. Et comment on fait pour inciter les entreprises, pardon de le dire comme ça, à travailler ensemble? Moi, j'ai rien trouvé de mieux que de cofinancer en amont, pour peu que vous veniez à 3 entreprises, 3 pays, avec un projet mutualisé. C'est pas sorcier, mais vous savez quoi? Ça marche. On démarre, on fabriquait en Europe 600 000 obus par an. Aujourd'hui, on en est à plus de 2,5 millions. On a rattrapé la Russie. Ça s'est fait, sans bruit, parce qu'encore une fois, on a trouvé le moyen à donner aux entreprises de travailler ensemble. Alors maintenant, on sait exactement ce qu'il y a à faire. Et c'est la raison pour laquelle, dans le programme EDIP, que nous avions développé avec mes collaborateurs, ce n'est pas uniquement un programme d'achat, c'est un programme qui est fait pour augmenter, parce que c'est notre sujet, on n'a que ce sujet, augmenter notre capacité de production le plus rapidement possible, ça a été très bien dit, le mieux possible, avec de la compétitivité et de la mutualisation. Et dans EDIP, on a donné les objectifs, on a défini les moyens, on a calibré l'ambition, mais on avait indiqué, avec mon ami Kaja Kallas, qui à l'époque était première ministre estonienne, qui depuis a remplacé notre ami Josep Borrell au poste de haute représentante de l'Union, on avait dit qu'il fallait au moins 100 millions, un fonds, pour précisément avoir cet instrument qui nous permettrait, en cofinançant en amont les projets, de mutualisation. Et c'est absolument indispensable. Aujourd'hui, ce qui est proposé, alors, Réarme Europe, c'est rien du tout. Réarme Europe, c'est uniquement dit, si vous montez à 3,5%, vous n'allez plus être sujet aux clauses du pacte de stabilité et de croissance. Ce qu'on a proposé, ce qu'on propose et ce pourquoi il faut se battre, il y a encore temps, c'est d'avoir cette enveloppe de mutualisation. Aujourd'hui, tenez-vous bien, on avait proposé 100 milliards, elle est de 1,5 milliard. Pour les obus, elle était de 600 millions, c'est 2 fois les obus. Enfin, de quoi on parle, pardon de le dire comme ça, c'est ridicule. Donc, ce qu'il faut, c'est remonter, le texte a été discuté au Parlement européen, il est discuté au Conseil européen, il faut absolument que les États membres, j'espère que la France ne sera pas la dernière, se mobilisent pour augmenter cette enveloppe, non pas pour baisser notre endettement, mais uniquement pour avoir le moyen de travailler ensemble. Et si on le fait, alors croyez-moi, on y arrivera. Mais si on ne le fait pas, alors les 500 milliards d'euros qui ont été mis sur la table et qui seront mis sur la table par l'Allemagne vont créer un trou d'air, une aspiration, un trou noir diront certains, et c'est la fragmentation, et on aura raté notre objectif. C'est maintenant que ça se passe, et c'est comme ça que ça se passe. Merci. Merci Thierry Breton. Donc des avancées quand même, mais globalement pas si simples. Pas simple aussi pour les industriels qui font sans doute face à des injonctions contradictoires quelquefois. Mathieu Louveau, vous connaissez ces enjeux. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui pour ces montées en cadence, pour répondre aux nouveaux besoins ? Bonjour à tous. Ce qui bloque, c'est des points qui ont déjà été largement mentionnés. Je voudrais juste insister sur 2 ou 3 d'entre eux. Sur les 10 dernières années, l'Europe a investi dans les équipements de défense 20% de ce qu'investissaient les Américains, 5 fois moins. 60% de ce budget
allait à des équipements non européens, essentiellement américains, plus récemment coréens. Donc ça fait 12 fois moins. Et cette somme qui est 12 fois inférieure à ce qu'investissaient les Américains dans leur industrie, elle est fragmentée en 6 fois plus de programmes. Donc sur un programme donné, l'Europe met 70 fois moins d'argent que sur un programme américain. Dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner que dans des quantités échantillonnaires, on ait du mal à monter en cadence brutalement comme c'est le cas aujourd'hui. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup d'évolutions positives pour traiter les 3 problèmes. Il y a eu un sommet de l'OTAN avec un certain nombre d'engagements qui ont été pris par les États. La capacité économique ou budgétaire de chacun d'entre eux à exactement honorer ces engagements reste un petit peu une question, en tous les cas vu de l'industrie, mais la direction prise est bonne. Il y a eu des évolutions positives sur la préférence européenne, ça reste encore ponctuel, symbolique, mais sur des instruments comme SAFE, sur des instruments comme EDIP, il y a eu quand même des évolutions prises très récemment pour favoriser l'industrie européenne avec des acquisitions qui doivent être faites sur une industrie qui est produite à 65%, sur des équipements produits à 65% en Europe, avec une autorité de conception en Europe. C'est une étape très importante qu'il faut maintenant étendre et généraliser. Et enfin, il faut réduire la fragmentation. Réduire la fragmentation, ça veut dire parfois permettre des rapprochements industriels, par exemple dans le spatial. Ça veut dire aussi faire des programmes européens. Et les programmes européens, ça marche. Là, Airbus, on en a un ensemble de preuves qui commence bien sûr par les avions. C'est un programme civil, mais la logique est la même. Mais c'est aussi les hélicoptères et c'est aussi les missiles sur MBDA. Donc ça a marché. Il n'y a pas de raison de ne pas en faire plus. Et donc je voudrais saluer tous les propos et les actions du commissaire Breton sur la mutualisation et sur l'encouragement au programme conjoint, parce que c'est ce qui fonctionne. Et il faut ensuite avoir de la dualité pour avoir les effets de série que permettent la production duale. Et on l'a aussi bien chez Airbus sur les avions que dans les satellites ou les hélicoptères. Il faut exporter. Ça, plutôt, c'est une notion française depuis le début, plus nouvelle dans d'autres pays européens, mais qui commence à être comprise. Et enfin, il faut de la visibilité. Et j'en terminerai par là. On est sur des activités qui sont à la fois civiles et militaires. Aujourd'hui, on a des compagnies aériennes qui nous commandent des A320, des A350 pour des livraisons 2031, 2032, 2033. Et on a une moindre visibilité sur le marché militaire que sur le marché civil. Anticiper, investir en prévoyant le marché, on le fait tous les jours dans le domaine civil. C'est plus difficile à faire sur le marché militaire, qui est beaucoup plus complexe, mais on a besoin de cette visibilité. Et on a un outil qui existe en France, qui est la loi de programmation militaire, qui est extrêmement précieux pour donner à l'industrie cette visibilité, qui malheureusement n'est pas généralisée en Europe, soit à un niveau mutualisé, soit même, disons, dans les principaux grands pays acheteurs. Et si on développe cette visibilité, et bien sûr si les commandes viennent, je pense que l'industrie saura être au rendez-vous. Et pour conclure, l'Europe a la capacité à la fois économique, technologique et humaine de se défendre contre toutes les menaces. Seule, bien sûr, le soutien américain est toujours bienvenu, mais l'Europe peut le faire toute seule, il suffit qu'elle s'organise. C'est pour ça que je voudrais terminer sur une note positive. Je pense qu'on peut le faire. Merci Mathieu Louveau. Alors, besoin de visibilité, que les commandes suivent. Le gouvernement et la DGA ont été un petit peu interpellés là-dessus au printemps. Vous avez communiqué là-dessus cette semaine. Voilà, c'est en train de rentrer dans l'ordre. Vous êtes au nœud de tout ça, Monsieur Kiva. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour encore accélérer dans cette direction ? Merci beaucoup. Alors, je vais essayer d'être assez concis, parce que je suis le seul à être à portée physique de l'animatrice. Juste pour les commandes, je rappelle quand même 3,4 milliards de nouvelles commandes passées depuis le début de l'année. Environ 4 milliards aujourd'hui. Cette année, quand on censure un gouvernement, il y a des conséquences. 12 milliards qui sont payés depuis le début de l'année et on décaisse environ 60 millions d'euros par jour. Donc on rattrape quand même pas mal les choses. Et c'est plus que l'an dernier. Juste une observation et 3 messages. L'observation, c'est que on ne part pas tous du même point initial en Europe. La BITD, la base industrielle et technologique de défense française, elle est unique. Tous les pays n'ont pas de BITD et la BITD française, elle est aussi hypertrophiée. Laurence Boone l'a dit, 4500 PME. Pourquoi ? Parce que ça vient de la dissuasion. Parce qu'on a cherché une autonomie stratégique et qu'on a développé finalement la base industrielle et technologique de défense qui permettait de construire cette autonomie vis-à-vis de la dissuasion nucléaire. Et donc maintenant, comment est-ce qu'on fait ? 3 messages. Le premier message, c'est que le réarmement européen ou national d'ailleurs, il doit passer par des coopérations qui sont réinventées. Et dans ce domaine-là, on n'a pas le temps de perdre du temps. Réinventer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on doit accepter de pouvoir avoir des pays qui sont leaders, d'autres pays qui sont suiveurs. On n'est pas obligé de se mettre d'accord à 27.
Mais l'idée, c'est d'avoir quand même, quelque part, considérer les solutions qui sont des solutions sur étagère, qu'un pays puisse emmener d'autres pays, finalement, dans la satisfaction des besoins, ce qu'on pourrait appeler des coalitions de besoins. Et donc, d'arrêter de faire de la coopération de temps de paix. La coopération de temps de paix, c'est on met des petits drapeaux partout, et puis on espère que tout le monde va avoir le même pourcentage dans le partage du travail. Il faut arrêter de faire ça, parce que ça ne marche pas, ou en tout cas, ça ne marche plus dans la période dans laquelle on est, avec cette juxtaposition des crises qui se succèdent en plus. Deuxième chose, il n'y a pas non plus de schéma de défense européenne sans investir sur la supériorité technologique. Parce qu'aujourd'hui, on se concentre sur les crises, mais il ne faut pas sacrifier à l'urgence des crises actuelles la préparation de l'avenir. Et la préparation de l'avenir, ce sont les technologies qui ont été citées tout à l'heure, c'est aussi la très haute altitude, c'est le spatial, c'est le quantique. Et là-dessus, d'abord, l'Europe est plutôt très, très bien située, la France également. Nous ne sommes pas aujourd'hui déclassés dans ces domaines-là. Il faut continuer à investir, il faut financer l'innovation, il faut financer la dualité de ces innovations. Mathieu Levaux en parlait, c'est, je pense, essentiel pour la pertinence du business model. Et puis troisième et dernier message, finalement, il faut passer d'une notion de souveraineté, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, à une notion qui va vous interroger, souveraineté augmentée. C'est quoi la souveraineté augmentée? C'est finalement être proactif. C'est pouvoir anticiper les dépendances. On parle beaucoup d'Ukraine, hein, on parle beaucoup des crises actuelles. Je rappelle que la première crise qui nous a fait prendre conscience de tout ça, c'était la Covid. Et que pendant la Covid, ils se sont rendus compte qu'on était dépendant de pas mal de choses. La crise ukrainienne nous a montré qu'on était encore beaucoup plus dépendant dans tous les domaines. Et je vous rappelle qu'à un moment, on ne trouvait plus de moutarde en France, qui est quand même un comble. Et donc je sors de l'anecdote, mais moins critique que les missiles. Moins critique que les missiles, mais ça veut dire qu'il faut anticiper ces dépendances critiques. Il faut adopter cette approche qui permet de définir une matrice qui va guider l'investissement. Et finalement, quand on parle de coopération, il faut aussi arrêter de parler uniquement d'objets. C'est pas uniquement le char, c'est pas uniquement le bateau, c'est pas uniquement l'avion. Ce sont aussi les filières. Parce qu'aujourd'hui, nos plus grandes dépendances, c'est par exemple dans le domaine des semi-conducteurs. Et on peut faire tout ce qu'on veut, mais si du jour au lendemain, on n'a plus de processeurs GPU, on ne peut plus faire d'intelligence artificielle, y compris de défense. Donc voilà ces trois messages que je voulais passer en introduction. Beaucoup de choses à faire. Mais très concrètement, quand on dit voilà, il faut faire des choix, on ne peut pas avoir tout le monde toujours autour de la table ou toujours tout le monde qui produit tout. On a souvent reproché à la France de dire acheter européen et de penser acheter français. Dire bah oui, nous on veut bien tout vendre à tout le monde, mais on ne veut pas sacrifier nos industriels. Donc, Monsieur Kiva, très concrètement, ça veut dire demain, il faut être capable de dire les chars, on laisse ça aux Allemands. Nous, on va se spécialiser sur d'autres choses, et puis tant pis, pour les champions nationaux ou pour les producteurs nationaux. Ça a été effectivement souvent ramené à une forme d'arrogance française, qui est liée à ce que j'ai dit, qui est liée au fait que cette BITD, elle sait vraiment tout faire. Mais elle ne sait pas le faire à l'échelle dont on a besoin. Peut-être. Pardon ? Un peu trop de choses, peut-être aussi ? Trop de choses, je ne sais pas, mais en tout cas, pas adapté aujourd'hui dans ses cadences de production et dans ses coûts, d'ailleurs, aux défis actuels. Et encore une fois, ce n'est pas une critique envers les industriels, parce que ça fait des années qu'on leur permet, qu'on leur demande même de ne pas aller trop vite, parce qu'il y a une logique de montée en puissance des bureaux d'études, parce qu'il y avait une logique aussi de maintenir ces bureaux d'études lorsqu'on avait des lois de programmation militaire qui étaient en décroissance et qu'il n'y avait pas de commande publique. Donc aujourd'hui, on se retourne en disant « mais vous ne savez pas faire un missile en moins de 36 mois », on ne leur a pas demandé. Néanmoins, je tiens à souligner que nous avons travaillé depuis 2 ans maintenant, 3 ans même, sur le domaine de l'économie de guerre, ce qui s'appelle maintenant économie de défense. Mais c'est quoi? C'est être capable, dans le triptyque coût, performance, délai, d'abord se centrer sur les délais. Les coûts également. Néanmoins, j'en profite, la guerre en Ukraine n'a pas déclassé les armes de performance. On nous dit qu'il faut produire en masse. Oui, les obus de 155 mm, il faut les produire en masse. Mais quand on voit ce qui s'est passé, par exemple, entre Israël et l'Iran, ça ne se fait pas avec des obus de 155 mm. Donc si on veut garder la supériorité technologique et l'autonomie de décision, il faut faire les deux. Et effectivement, dans ce domaine-là, il faut accepter de temps en temps que d'autres fassent mieux que nous et qu'on puisse les suivre en achetant les équipements, voire en allant jusqu'à accepter de la production sous licence sur le territoire français.
de la même manière que les autres États doivent accepter de produire sous licence. Mais la production sous licence, c'est pas européenne quand même. Pardon ? La production sous licence européenne, vous voulez dire ? Oui, européenne. Je parle dans le contexte européen, je pensais que c'était clair, mais pardonnez-moi. Parce que c'est un sujet épineux. Bien sûr, mais vous voyez par exemple que, sans parler de production sous licence, nous avons signé au Bourget une lettre d'intention pour acquérir des systèmes GlobalEye, qui sont les remplaçants des AWACS et qui sont faits par Saab. Donc on est bien dans cette logique de regarder qu'est-ce qui est le plus performant aujourd'hui. Il y a à peu près un mois et demi, on a réuni l'ensemble des directeurs nationaux d'armement au ministère des Armées et chacun a présenté trois produits, trois ensembles de systèmes sur étagère en disant qui est intéressé, qui veut venir avec moi pour développer ces activités-là, la France comme les autres. Et ça c'est une nouvelle manière de penser cette coopération, à la fois pour la France, en s'ouvrant davantage, mais à la fois pour les autres, en pensant qu'on peut travailler, et notamment dans les domaines de production sous licence. Merci. Alors, Olivier Scalab, je me tourne vers vous. Vous avez eu cette formule quand on préparait cette table ronde, en parlant des nouveaux écosystèmes, des choses qu'il allait falloir faire émerger, des drones. Let the winners win. Vous avez dit, il ne faut pas qu'on commette les mêmes erreurs que par le passé, qu'on fasse naître des écosystèmes performants et où les meilleurs gagnent. Exactement. Et alors, je vais prendre un petit risque dans cette terre du Midi. Je vais prendre une analogie avec le PSG. Parce qu'on veut constituer des équipes d'Europe qui gagnent. Le PSG, il a beaucoup perdu avant de gagner. Et en fait, il a fait 4 changements. Et ces 4 changements-là, je pense qu'ils pourraient inspirer la défense européenne. Le premier changement, c'est qu'il y a eu Luis Enrique qui est arrivé. Donc, il y a eu un entraîneur qui a donné de la visibilité, qui a donné des terrains de jeu. Donc là, monsieur Kiva, peut-être que vous pourrez être le Luis Enrique de la défense. Je pense que peut-être ce qu'il faut, c'est qu'il y ait quelques pays. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit. Il n'y a pas une Union européenne qui doit faire quelque chose sur ce sujet-là. C'est du multilatéralisme avec quelques pays qui se mettent d'accord, qui mutualisent des volumes, qui mutualisent des besoins sur le long terme et qui donnent de la visibilité. Et pour ça, les agences d'achat, les agences de procurement, comme la DGA en France, en fait, a un rôle important pour donner cette visibilité, homogénéiser, normaliser, etc. Donc ça, c'est le premier changement, avec le but de gagner la Ligue des Champions. La deuxième chose, c'est que le PSG, il a fait sortir les stars. Il a fait rentrer les meilleurs dans chacune des disciplines qui avaient un vrai travail d'équipe. Et donc là, nous, c'est les États stars, celles qui pensent qu'ils peuvent tout faire. C'est pas la réalité, c'est pas comme ça qu'on va gagner. Si je reprends l'exemple sur la défense aérienne, la longue portée, c'est sans doute les Français et les Italiens. La moyenne portée, c'est sans doute les Allemands et les Suédois. Voilà, il faut qu'ils travaillent ensemble, il faut prendre les meilleurs athlètes dans chacune des catégories et les faire travailler ensemble. Ensuite, le PSG, ils ont fait rentrer des jeunes. La moyenne d'âge du PSG, c'est 24 ans, c'est l'équipe la plus jeune de la phase finale de championnat de la Champions League. Et les jeunes dans la défense, c'est les startups. C'est les acteurs de la tech. On en a aux États-Unis, Anduril, 30 milliards de capitalisation boursière. Ils gagnent aujourd'hui des appels d'offres contre Lockheed Martin. En Europe, on en a un petit peu. On a Helsing, on a quelques acteurs qui n'ont pas la taille critique. Il faut les faire rentrer dans l'équipe. Il faut les faire participer. Parce qu'en fait, ils vont nous aider à aller plus vite, mettre plus de tech, mettre plus d'IA et transformer le monde de la défense. Et puis enfin, il faut un banc. La quatrième recette, c'est d'avoir un banc de remplaçants qui est capable de monter sur le terrain. Vous avez parlé, monsieur Kiva, des sous-traitants. En fait, en France, si jamais on prend cet exemple, 75% des sous-traitants sont en fait des entreprises de taille des ETI, 10 millions en moyenne de chiffre d'affaires. Et donc la montée en cadence pour faire plus vite, plus fort à des ampleurs de x10, c'est hyper difficile pour eux. Donc il faut absolument arriver à consolider cette chaîne de fournisseurs pour qu'ils soient capables d'être des acteurs qui sont sur le banc et qui sont capables de rentrer sur la feuille de route. Et donc du coup, pour répondre à votre question, Marion, je pense qu'il ne faut pas forcer ces écosystèmes. Ce qui a tué des coopérations dans le passé, c'est que chaque État voulait placer son champion et voulait un retour géographique en se disant qu'il faut absolument que si je mets tant, il faut que je récupère tant. Moi, je pense qu'il faut donner de la demande et ensuite laisser les écosystèmes en donnant quelques règles, les jeunes, les startups, les industriels qui coopèrent, les laisser se former
et let the winner win, hein, le plus performant, le moins cher, le plus rapide, et on lui donne le contrat. Merci. Monsieur Kiver, je crois que vous aviez une réaction, mais je voulais juste donner la parole à Florence Parly une minute avant. Est-ce que, pour filer la métaphore footballistique, est-ce qu'aujourd'hui vous voyez des exemples de pays européens qui sont prêts à endosser des arbitrages un petit peu difficiles, comme ça au niveau politique, qui sont prêts à se passer la balle, quoi? Alors, Emmanuel Kiva serait mieux à même que moi de répondre, parce que je ne pratique plus ce jeu-là au quotidien. Mais vous l'observez? Je l'observe. Ce que je peux dire, c'est qu'en effet, comme vous l'avez dit à l'instant, il faut absolument que quelques principes simples prévalent. Et ces principes simples, en fait, il y en a deux. Et ils ont été énoncés dès 2017 par Emmanuel Macron et Angela Merkel. Le premier, c'est que pour pouvoir réussir en européen et s'unir sur des programmes, il faut accepter en effet que ce soit le meilleur athlète. Ce n'est pas simplement une question d'État, c'est une question d'entreprise industrielle pour qu'on ait toutes les chances de gagner. Autrement dit, les programmes européens, ou en tout cas en européen, ne sont pas là pour permettre à chacun de récupérer avec de l'argent qui ne coûte pas trop cher le retard accumulé sur le plan technologique et industriel. Et le deuxième principe, c'est d'avoir un responsable, un chef, quelqu'un qui pilote le programme, parce que ce ne sont pas des choses qui peuvent se faire aisément. Donc, pour revenir à une actualité plus récente, grâce aux initiatives qui ont été prises par Thierry Breton et la Commission européenne dans le domaine spatial, nous avons un programme qui s'appelle IRIS-Carré, qui est absolument essentiel pour l'autonomie européenne, pas simplement dans le domaine de la défense, mais aussi dans le domaine civil. Pour l'instant, il n'existe qu'un seul véritable acteur au plan mondial qui s'appelle Starlink. Comme ça l'a été très bien rappelé hier, Starlink peut vous fermer le robinet du jour au lendemain. Donc, ce n'est pas une solution souveraine pour l'Europe. Et donc, il faut en effet que nous ayons maintenant un pilote de programme qui sache gérer des programmes complexes dans le long terme, et il faut aussi, bien sûr, que ce soit les meilleurs industriels qui soient en capacité de répondre à ce programme. Pour l'instant, tout est fait pour que ça marche, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Merci. Alors, Thierry Breton, c'est votre domaine. Comment on peut reproduire ce qui a pu être fait dans le spatial, qui a permis d'aboutir, avec un peu de temps, mais à une constellation de satellites européenne dans le domaine de la défense pure? Il faut bien voir que, et je m'appuie encore une fois sur le travail qui a été fait par les 27 États membres et les 27 ministres de la Défense, dont Florence Parly à l'époque évidemment, pour travailler sur le livre blanc de la défense, qui a été fait, c'est notre premier, ça s'appelle la boussole stratégique. Ça a été fait, ça a été acté, et ça doit être notre feuille de route. Que dit-elle? Elle dit, entre autres, qu'il y a 4 domaines qui sont des domaines stratégiques. On appelle ça des espaces contestés. Ce sont des domaines dans lesquels aucun pays seul ne peut assurer sa défense ou éventuellement être offensif. Ces 4 domaines, c'est le spatial, c'est l'aérien, c'est la cyber et c'est le maritime. Dans ces 4 domaines, qui sont essentiels pour nous, les 27, aucun pays ne peut intervenir seul. Donc, on a décidé, depuis 2 ans, 3 ans même, c'était Florence, de se mettre ensemble, ça a été très compliqué, et de commencer à travailler sur des programmes intergouvernementaux. Et je crois beaucoup à cela pour précisément accroître notre affectio societatis avec les industries de défense. On l'a fait avec Iris au carré, qui est la première constellation souveraine, effectivement, qui va nous permettre de faire de la connectivité, d'intervenir sur les théâtres d'opération, de faire du suivi de l'espace par l'espace et d'utiliser les technologies quantiques en particulier pour faire du cryptage post-quantique, mais aussi de la gravimétrie quantique. Ça sera la constellation qui a, encore une fois, qui va être gouvernée. On sait gouverner ça de façon intergouvernementale. On l'a déjà fait avec notre constellation de positionnement par satellite Galileo, donc on applique les mêmes méthodes. Deuxième, l'aérien. Il faut évidemment avoir notre Golden Dome à nous. On a les possibilités de le faire évidemment, nous en Europe. Ce n'est pas la peine d'acheter israélien ou américain pour le faire. Donc il faut maintenant, on a cette volonté, le programme est là. Il faut effectivement, Florence, comme vous venez de le dire, il faut maintenant le leadership pour l'imposer. Troisième,
l'espace cyber. Dans l'espace cyber, il n'y a pas de frontières. Et donc, on a proposé un Cyber Dome basé de 16 SOCs, ce sont des Security Operational Centers, des supercalculateurs, qui vont être coordonnés, là encore une fois, au niveau européen, financés encore une fois au niveau donc mutualisé, pas uniquement un seul pays, et qui vont permettre de détecter les menaces précoces. Et puis le quatrième, c'est l'espace maritime. Nous disposons de la première zone d'exclusivité au monde maritime, et évidemment, il n'y a pas un pays qui peut le faire. Donc il faut commencer à réfléchir, et je parle maintenant de moyen et de long terme. Je vais faire évidemment bondir un peu les militaires qui sont dans la pièce, dans la salle. Il faut aussi commencer à réfléchir comment on doit le faire dans l'aérien, dans le spatial, dans le cyber, avoir des infrastructures mutualisées qui nous permettront de le faire ou de les mutualiser ensemble. On sait le faire de façon interarmée dans le cadre de l'OTAN. Eh bien, il faut là nous donner les moyens de le faire. Voilà les quatre, voilà quelque part la feuille de route. Mais ce que je vous dis, ça a été acté. Alors maintenant, dans la vie, on sait qu'une fois que la stratégie est faite, il faut la mettre en œuvre, l'exécution. Ce qui manque aujourd'hui à l'Europe, ce qui manque aujourd'hui dans nos institutions, c'est le leadership pour le mettre tout de suite en place. On ne peut pas attendre, on sait ce qu'il y a à faire, il faut le faire, et je le dis de façon très claire. L'argent suivra, parce qu'effectivement, on s'est mis en moyen d'en avoir la disponibilité, y compris pour ceux qui ne veulent pas que ça rentre dans les critères de Maastricht, de pouvoir le faire. Alors, qu'est-ce qui manque pour ce leadership? Alors, il suffit, si on n'en est pas convaincu de cette nécessité de leadership, il suffit d'écouter le secrétaire à la défense américain. C'était il y a un mois à Singapour, il s'adressait aux pays de la zone Asie-Pacifique. Et il leur disait, regardez, nous on est là pour vous défendre contre la Chine, parce que ou vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous. Il suffit pour ça d'acheter sur étagère. Les industriels américains ont tout ce qu'il faut pour ça. Et d'ailleurs, on va même implanter des usines et des ateliers dans vos pays respectifs. Eh bien, imaginez que ce qui est vrai pour l'Asie-Pacifique, c'est vrai aussi pour l'Europe. Donc, si on n'est pas encore convaincu qu'il faut avancer, et avancer très vite avec un leadership ferme, tout en étant intergouvernemental, alors je pense que ce que je disais en introduction, manifestement, se passera, c'est-à-dire que l'Europe s'effacera. Mathieu Louveau, vous êtes en tant qu'industriel, aujourd'hui, typiquement à l'export, quels sont les arguments qui peuvent manquer pour une industrie européenne? Je pense qu'il ne nous manque pas grand-chose pour une industrie européenne. Il nous manque bien sûr... Dans la défense. Dans la défense, oui. Non, mais je veux dire, peut-être la profondeur de production que peuvent avoir par exemple des industriels américains, effectivement, parce qu'on ne part pas des volumes qui sont les mêmes. Donc quand vous produisez 70 avions par an ou 100 avions par an, en trouver 10 ou 20 à exporter, c'est plus facile effectivement que quand vous en produisez 20. Les modifications de production ne sont pas les mêmes. Mais je pense qu'à l'export, honnêtement, ce qui nous manque le plus, c'est une certaine unité des pays européens sur des programmes en coopération pour avoir la même vision de l'export et ne pas devoir avoir des licences d'exportation de 7 pays différents qui ont des visions différentes d'où on peut exporter. Donc un alignement de la vision géopolitique de l'Europe sur l'export est très important. C'est à peu près tout ce qui manque. Je dirais pour le reste, on est plutôt bien outillé et par nécessité, l'industrie européenne a dû exporter et donc, je pense, est peut-être plus motivée d'une certaine manière que les Américains pour le faire. Je voudrais juste répondre à 2-3 points qui ont été mentionnés. Pour reprendre la métaphore PSG d'Olivier, je ne sais pas où se situe Airbus. J'espère, je vais choisir de croire qu'on est Kylian Mbappé dans la référence, mais ce qui serait plutôt flatteur. Mais il faut faire un petit peu attention juste avec les startups. Bien sûr, c'est important, c'est un très important vecteur d'innovation. Mais dans un secteur qui a des financements, ça a été dit, qui restent majoritairement nationaux, ça pourrait tourner à la course de petits chevaux nationale et à un moment donné s'aborder l'esprit d'équipe. Chaque pays va venir avec ses startups et on peut recréer une vague de fragmentation. Donc bien sûr il faut le développer, mais je dirais des startups qui ont une empreinte européenne, qui d'emblée s'appuient sur plusieurs pays européens, ce serait plus sain que des startups très monolithiques, très centrées sur un seul pays. Je crois que c'est un point important. Et ensuite, bien sûr, best athlete, c'est tout à fait indispensable. Et avec un leader, ça marche mieux. Avec un leader, c'est là que la consolidation des entreprises, quelque part, aide aussi à l'exécution des programmes. Lorsque l'entreprise est consolidée, par définition, on peut avoir des programmes européens avec un seul leader.
On va conclure et juste pour vous laisser le temps de poser quelques questions si vous le souhaitez. Donc besoin de visibilité, de leadership, de coopération. Ça fait beaucoup pour 27 pays qui n'avaient pas forcément l'habitude de le faire sur ces sujets-là. S'il y a des questions dans la salle, vous pouvez lever la main. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est capable d'aller distribuer le micro. Je vais simplement vous demander de faire très court. On a 3 minutes. Et des questions, s'il vous plaît. On ne prend pas de déclaration. Merci. Bonjour, je m'appelle Madame Bartheil. La stratégie foot, c'est génial puisque je l'ai faite au Mali, d'intégrer des jeunes sur l'armée de l'air malienne. Question, s'il vous plaît, pardon. J'aimerais savoir, vous, justement, comment vous la voyez, cette intégration de ces personnages afin qu'ils puissent avoir une stratégie globale et un mimétisme sur les meilleurs. C'est pour moi ? Je pense. Sur les jeunes, c'est des startups. Je pense que Mathieu en a parlé. Aujourd'hui, l'IA a un impact majeur sur la défense, dans les drones et les essaims de drones, dans la guerre électronique, dans, par exemple, vous savez, tous les centres de commandement, ce qu'on appelle les C4ISR, sur lesquels on a aujourd'hui une vision 360 du plan de bataille et des prochaines actions. Donc en fait, cette IA, il faut l'insuffler et il faut arriver en mode start-up à réduire, comme je le disais, les cycles par 3 ou par 4. Donc en fait, ces jeunes, ces nouvelles start-up, il faut les faire entrer. Je suis d'accord avec Mathieu. Il faut qu'il y ait une empreinte européenne dès le début. Il faut les faire émerger. Les industriels eux-mêmes ont des incubateurs, lancent ces start-up-là. Mais pour moi, les jeunes start-up, ou l'IA en tout cas et la tech, sont fondamentales dans cette équipe du PSG. On va essayer de ne pas opposer start-up et grands groupes industriels. D'autres questions dans la salle sur ce sujet ? Oui, je vois des mains se lever au fond là-bas, s'il vous plaît, si on peut amener le micro, merci. Si vous pouvez préciser pour qui est votre question, comme ça facilite. Pardon. Bonjour à tous. Ma question est pour tout le monde. Je souscris à ce que vous avez raconté, la vision stratégique, etc. Et je me demande comment c'est compatible avec le nouvel accord OTAN qu'on a signé la semaine dernière. Qui veut prendre, oui. Je voudrais juste dire un petit mot là-dessus. Ce qui s'est passé est quand même malgré tout très important, parce qu'on sait qu'on devait déjà dépenser plus de 2% de défense, on ne le faisait pas, et maintenant on a l'engagement non pas de 5, mais de 3,5 à l'horizon 10 ans. Et la profondeur à laquelle vous faisiez référence, elle est donnée par cette perspective. Puisque maintenant, alors il va falloir évidemment que les membres de l'OTAN suivent cet objectif. C'est un objectif très ambitieux. Aujourd'hui, on dépense 320 milliards d'euros par an en Europe en matière de défense. Si chacun suit cet objectif, dans 10 ans, on sera à 750 milliards. C'est-à-dire qu'on sera pratiquement pas loin des États-Unis d'Amérique. Et on aura enfin créé un pilier européen de l'OTAN d'un poids qui sera pas trop éloigné du poids américain. Et c'est effectivement ce qu'il faut qu'on fasse. Ça nous donne de la profondeur. Ça donnera de la profondeur à nos entreprises. Et là encore, il faut vraiment les inciter à augmenter leur capacité de production, parce que si on ne le fait pas, eh bien cette profondeur, elle va bénéficier évidemment aux États-Unis ou ailleurs. Mais quand même, ce n'est pas qu'une question de gros sous. Comme on l'a dit, on peut bien dépenser l'argent ou on peut mal le dépenser. Donc si on continuait de manière trop nationale, sans coordination, ce serait une ponction énorme sur les contribuables européens sans efficacité en regard. En revanche, si on fait ce que l'on a esquissé aujourd'hui, alors l'efficacité de l'euro dépensé peut significativement s'améliorer. Merci. Je crois qu'on va en rester là sur cette note. Merci à tous, merci à nos intervenants, merci à Laurence Boone qui a coordonné cette session avec moi. Et je vous souhaite d'excellentes fins de rencontres économiques.